Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. On va parler du financement, parce qu'une fois qu'on a détecté les OP, la suite, c'est de les financer. Pour beaucoup, ça semble être l'étape un peu la plus complexe, ou celle qu'ils anticipent avant d'avoir trouvé une opération. Bon, ça, je pense qu'on va en discuter en long, en large, en travers, et je pense que ça devrait venir dans un second temps, vraiment, et on va en reparler. Et on voulait commencer simplement pour dire que déjà, qu'on soit clair, pour les membres du cercle, pour ceux qui viennent de rentrer, on avait les Worksday année 1, donc les premières années, ceux qui sont rentrés en juin, en octobre. On en a pas mal parlé. Il n'y a pas de problématique de financement. Alors que ce soit un prêt bancaire, un prêt par des organismes de financement participatif, par des émissions obligataires, par des investisseurs privés ou par des assos en interne. Ça, c'est important de le comprendre, que quand vous aurez des bonnes opérations, quand vous aurez suivi les filtres du cercle pour passer vos opérations et qu'elles aboutiront à des opérations validées, vous allez trouver des financements. Sur la carte, c'est quelques-unes des banques qui vont financer les membres, qui ont financé les membres. Il en manque certaines. On n'a pas forcément mis tout le monde. Et même des néo-marchands. On a des membres qui, sur leur première opération de marchand de biens, quoi qu'on en dise, quoi qu'il y ait marqué sur les réseaux, on finance pas, etc., etc., ils ont été financés. Et on a les exemples ici, et vous pourrez venir leur demander. On en a mis quelques-uns. Adri, t'es où Adri? Adrien, financé à la Caixa de Bordeaux, ses 2 premières OP et 2 OP en simultané. Il est rentré en juin, c'est ses premières opérations de marchand, il n'avait jamais fait. Sandra Eraft, Crédit Mutuel en Ile-de-France. On avait Julie qui a un accord de financement à la Caisse d'épargne à Lyon. Romain à la Banque Populaire du Nord et tout un tas de membres divers et variés dans différentes régions et dans différentes banques. On parle souvent des banques portugaises, la BCP et la Caixa. Oui, financent très bien les marchands, mais les banques classiques, les grands groupes, les banques régionales financent également. Et quand on n'a pas forcément trouvé le financement en banque, on l'a trouvé avec des crowdfunders ou avec des investisseurs ou en assos au sein du cercle. La problématique, c'est quoi? L'opération. L'opération au démarrage et d'avoir les bonnes personnes qui portent l'opération. Parce que si quelqu'un va porter une opération qui est trop grosse pour lui, entre guillemets trop grosse pour lui parce qu'il n'a pas encore l'expérience suffisante, il n'a pas encore le cash suffisant pour mettre l'apport, eh ben on va peut-être lui conseiller de s'entourer de quelqu'un qui est plus expérimenté ou qui a plus une situation financière bankable à ce moment-là. Donc ça, c'était important et on voulait le mettre au démarrage. Et quelles sont les banques qui financent les marchands? Globalement, toutes, même si, quand vous allez voir votre conseiller, il va vous dire je ne finance pas cette activité très occulte de marchand de biens. On ne veut pas de marchand de biens chez nous. Vous n'allez peut-être pas voir le bon banquier. Vous n'allez pas voir le pôle promotion, marchand de biens et aménageur foncier. Et puis, quand vous allez voir cette personne-là, peut-être qu'il ne vous connaît pas. C'est même certain qu'il ne vous connaît pas au démarrage. Et si vous n'êtes pas recommandé, introduit auprès de ce banquier par quelqu'un qu'il connaît ou quelqu'un qu'il a déjà financé, vous aurez certainement beaucoup plus de difficultés à faire passer votre projet ou au moins aller pouvoir le défendre et aller le présenter. Donc ça, c'est un point qui est clair. C'est pour ça qu'on marquait ou presque, selon le client, le budget, l'expérience. Effectivement, certaines banques n'interviennent pas en dessous de certains seuils. Donc peut-être qu'en dessous de 500 000, 100 000, 200 000, 1 million, 5 millions, selon les établissements et selon les localisations. Mais on va trouver des financements et dans les différentes régions de France, comme je vous l'ai dit. Sur les conditions, et sur les conditions, pas de financement, on n'est pas encore là, mais sur les conditions pour pouvoir rentrer en banque et pouvoir discuter avec des banquiers qui vont financer vos opérations de marchand de biens, il est important, ou en tout cas l'importance de la recommandation. Si vous y allez la fleur au fusil, sans dossier bancaire, bonjour, je suis un jeune marchand, j'ai envie de me faire financer une opération qui est trop grosse pour moi, ça va peut-être être compliqué. Si vous êtes recommandé par des marchands qui ont déjà réalisé des opérations, et il y en a plein parmi vous ici dans cette assemblée qui présentent des opérations et qui vont être introduits, mis en avant par d'autres membres auprès d'établissements bancaires, je peux vous garantir que ça facilite grandement l'entrée en relation. Et puis, il y en a plein qui pourront le confirmer. Donc, servez-vous des recos des autres membres, demandez aux autres membres dans votre région, dans votre secteur, par quelle banque, par quel établissement ils sont financés. Et vous verrez que ça va faciliter grandement les entrées en relation et donc potentiellement les dossiers de financement à l'issue. Oui, il y a de l'apport qui est nécessaire. Oui, de l'expérience qui est nécessaire, mais elle peut s'acquérir, comme je vous l'ai dit, par l'association. Vous n'avez pas forcément, quand vous commencez de l'expérience, vous n'avez pas forcément l'apport suffisant. Associez-vous, comme on l'a fait plein de fois sur des opérations. Awatif en avait parlé, Seb également, et on en reparlera après. Au démarrage, vous allez peut-être être limité en termes d'encours,
par la banque. Elle va vous octroyer peut-être la possibilité de faire une opération et un financement. Et puis, une fois que vous aurez débouclé, vous pourrez en faire une deuxième. C'est possible. Ça n'empêche pas pour autant de faire un financement. Et les banques en marchand de biens ne sont pas du tout comme les banques pour de l'investisseur locatif. On ne va pas domicilier ses comptes, ses revenus, etc. Donc, vous pourriez avoir plusieurs partenaires. Une opération dans une banque, une opération dans une autre banque, etc. Donc, tout ce travail de montage, de préparation, de choix, de sélection du financeur, du partenaire financier, ça se prépare en amont. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le banquier, déjà que l'activité de marchand de biens, c'est une activité qui est plutôt qualifiée de risquée. Quand vous arrivez, encore une fois, je vous le redis, la fleur au fusil, vous êtes un tout risque. Pour la banque, vous êtes un risque. Un risque parce qu'elle doit provisionner des fonds, vous prêter, et donc du coup, si l'opération se plante, il va falloir se démerder pour la sortir. C'est bien différent d'un prêt pour un investisseur locatif où sur 20 ou 25 ans, on a le temps de voir venir et de rectifier le tir. J'ai marqué membre du cercle, c'est du professionnalisme et c'est moins de risques. C'est pas moi qui le dis directement, c'est plutôt les partenaires avec qui on travaille maintenant et les financiers avec qui on travaille maintenant qui nous font ce retour-là. C'est-à-dire que les dossiers sont mieux montés, ils ont été travaillés en amont, ils ont été discutés, challengés, ce qui fait que lorsque vous arrivez chez le banquier, vous avez beaucoup plus de crédibilité et de certitude sur votre opération. Et forcément, le banquier, il va le ressentir et il va avoir plus tendance à vous financer. Il sait que vous êtes encadré, formé, parce que c'est un peu un métier où on peut s'improviser. Il n'y a pas de titre, vous le savez, il n'y a pas de compétences, de diplôme spécifique pour les métiers de marchand de biens. Et vous pouvez décider du jour au lendemain de le devenir en faisant une opération. Et ça, ils aiment pas forcément. Donc ça, c'est un point qui est important. Pour eux, moins de risques, plus de facilité de financement, plus de risques, on va donner des conditions qui sont moins bonnes ou même on n'octroie pas de crédit. C'est vu comme une activité risquée. La règle, pour ceux qui ne la maîtriseraient pas, c'est globalement un financement de 80% sur les opérations par rapport au prix de revient. Le prix de revient qui comprend les montants de l'acquisition, les montants de frais de mutation, les frais éventuels de travaux, de PC, de division, d'urbanisme, d'éviction de locataires, etc. Donc ça, c'est la règle globale. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils ont besoin de se garantir. Et les opérations de marchand de biens vont être garanties par notamment des sûretés réelles et des garanties d'hypothèque, mais on va en venir après. Et donc, je voudrais vous parler de 3 petits points qui sont les calculs de risque. Donc, pour un banquier, il y a des notions de ce qu'on appelle de LTV, de LTC, de LTA. Si vous avez déjà vu ces genres de termes, c'est les termes anglais, loan to value. Sur des opérations de marchand de biens, ça veut dire le prêt sur la valeur future. Prêt sur la valeur future du bien, une fois terminé, ils vont vous faire un prêt de X. Le bien vaudra X en fin d'opération de réhabilitation ou de rénovation ou d'amélioration. Vous avez le loan to cost, le prêt sur le coût ou le prix de revient de l'opération. Donc, c'est-à-dire l'acquisition du foncier, frais de mutation, etc., plus les différents coûts que vous allez devoir avoir. Et la loan to acquisition, c'est le prêt sur la valeur d'achat, la valeur au moment de votre acquisition. D'acheter un bien 100, la banque va vous prêter peut-être un peu plus parce que vous avez des travaux. Et donc, du coup, ils vont avoir peut-être moins de garantie. Mais on va vous montrer un exemple concret. Sur un prix d'achat à 500 000. Alors, est-ce que tout le monde voit aussi à l'arrière avec les télés rehaussées, c'est beaucoup mieux? C'est parfait. Parfait. Sur une opération qui est à 500 000 euros de prix d'achat, des travaux pour 130 000 euros et des frais divers pour 35 000, peuvent être des frais d'archi, des frais d'éviction, etc. divers. On arrive sur un prix total, prix de revient de 665 000 euros. On a pris une marge de 20%, pour faire simple, 800 000 euros. De revente prévisionnelle, un prix de revente bas de 800 000 euros. Donc, la dette qui va être octroyée par l'établissement financier, banque, crowdfunder ou autre, va être de 532 000 euros. 80% du montant du prix de revient. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve? Et sur la droite, vous avez la LTV, loan to value. Donc, si on prend la loan, donc c'est-à-dire le prêt, sur la valeur du bien final, c'est-à-dire le prix qu'on pense revendre, 800 000 euros, 532 sur 800, vous voyez bien que la banque qui vous a présenté ou prêté 532 a une garantie plus forte sur le bien une fois que vous avez revalorisé le bien plutôt qu'au démarrage de l'opération. Donc, elle a un risque qui est moindre. Surtout qu'elle vous prête normalement que 80%, donc vous avez cette sécurité, plus la marge additionnelle que vous allez créer. Donc ça, c'est les ratios et les couvertures hypothécaires qui vont être prises en compte par un financier, un financeur un petit peu expérimenté, donc qui va calculer tous ces éléments-là. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on arrive à la loan to cost et la loan to acquisition. Qu'est-ce qui se passe au moment de la loan to acquisition?
l'établissement bancaire, le crowdfunder, le partenaire financier va vous prêter 532. Quelle est la valeur de l'actif? 500. C'est à ce moment-là qu'il a du risque. Alors effectivement, certains vont me dire, il y a une ligne d'accompagnement de travaux, donc elle n'est pas débloquée directement, donc les 130 000 et dans le budget global, c'est pas au démarrage, mais l'établissement financier ou le partenaire bancaire va avoir beaucoup moins de garanties au démarrage de l'opération potentiellement, et il va en avoir de plus en plus au fur et à mesure de l'opération. Parce que du coup, vous allez créer de la valeur sur le bien, et cette création de valeur va se ressentir sur la garantie hypothécaire. Vous avez la loan to cost qui va être de 80% et la loan to acquisition de 106% dans cet exemple-là. C'est quoi on va dire le cas, le pire? Eh bien, à l'achat, la perte potentielle, ce que j'ai mis pour le prêteur, elle est de 6%. Alors, pas exactement, encore une fois, parce que les travaux, s'ils sont financés, ils ne sont pas débloqués complètement ou directement. Mais au démarrage, potentiellement, il pourrait y avoir une petite perte. Ensuite, lors de la création de valeur, c'est-à-dire lors de la réalisation des travaux, eh ben, il y a une sécurisation qui est progressive en fait de l'opération, si vous êtes capable de bien gérer cette opération. Et c'est ce qui explique que des opérateurs qui n'auraient jamais fait d'opération avec des travaux ou des réhabilitations vont se prendre des stops, parce que pour le financeur, eh ben, il y a un risque à ce niveau-là d'être capable de suivre les travaux, de ne pas avoir de dérapage au niveau des coûts, de tenir les délais et puis de ne pas avoir une boîte qui plante ou je ne sais quoi. Je t'ai pas regardé pour ça. Il plante pas. Une fois que l'opération est valorisée, travaux terminés, la valeur est créée. Et donc là, on se retrouve avec un feu plutôt vert pour l'établissement bancaire ou le partenaire financier, parce qu'il y a beaucoup plus de sécurisation. Est-ce que c'est assez clair sur ce process-là, sur la compréhension que ça peut amener de pourquoi on pourrait avoir des refus, pourquoi ça peut être plus difficile d'avoir des opérations avec travaux? Vous le comprenez, si vous avez un foncier qui est à 50% du montant de votre projet, le gros aléa, c'est l'aléa travaux. Si vous avez une opération que vous faites en flip, achat, revente en l'état, alors il faut avoir très bien acheté, il faut être sûr des prix de sortie, mais vous avez beaucoup plus de sécurité, beaucoup moins d'aléas. Donc pour le partenaire financier et le financeur, c'est beaucoup plus de sécurité derrière. Ouais, je me permets là-dessus, pareil, retenez-le bien pour tout à l'heure quand j'en parlerai. Parce que souvent, en fait, aujourd'hui, les marchands classiques, et nous aussi, hein, les premiers, surtout dans l'époque qu'on avait, où tout se vendait facilement, en gros, on avait notre financement, l'opération était finie. Et là, je sais qu'il y en a plus d'un pour qui c'est arrivé en se disant, ça y est, je suis financé, pas de problème, mon opération, j'ai gagné de l'argent, j'ai ma marge. Enfin, vous avez bien compris que le banquier vous prête pas parce que vous êtes bon et que vous allez faire de la marge, hein. Il va vous prêter par rapport à ses prises de garantie. OK? Donc déjà, quand le banquier vous dit non, c'est qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de prise de garantie assez forte. Et surtout, comprenez bien que c'est pas le banquier qui valide votre opération. Votre opération, ça peut être de la merde quand même. OK? Non mais c'est important ce que je vous dis. Donc c'est pas le banquier qui valide le fait que vous êtes un bon marchand de biens. OK? C'est tout le reste. C'est tout ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Donc là, c'est pour ça qu'on voulait repréciser ça, pardon. C'est que ces garanties-là, c'est ce que eux regardent. Alors, ils regardent aussi autre chose, hein, ce serait réducteur de regarder que ça. Mais il y a un moment, ils peuvent vous prêter sur des garanties qui fonctionnent en disant, de toute façon, quoi qu'il arrive, je perdrai pas d'argent. OK, c'est clair ça pour vous? Important à intégrer, hein, parce que c'est pas le banquier qui décide si l'opération est bonne ou pas. C'est vous, votre valeur, en passant dans les filtres, après, Benjamin reviendra dessus, donc voilà, je veux pas spoiler le reste. Donc c'est vraiment sur l'opération et l'opérationnel en lui-même, mais pas sur forcément l'opérateur ou la capacité que l'opérateur va avoir à porter cette opération. Il prend des chiffres et puis il va se sécuriser au fur et à mesure et de cette façon-là. Si on parle des sûretés et des garanties maintenant, c'est qu'est-ce que le prêteur va prendre en contre-garantie de l'argent qu'il va investir chez vous, dans votre société. Il va pouvoir prendre une hypothèque qui est une garantie réelle sur le bien. C'est-à-dire que si ça se passait mal, il pourrait venir liquider la société puis récupérer le bien par le biais d'enchères judiciaires ou à l'amiable éventuellement. Et il y a différents rangs d'hypothèques, premier, deuxième rang. Évidemment, le premier créancier, il est remboursé en premier, les autres pas ou en deuxième ou en troisième. On a peut-être la promesse d'affectation hypothécaire, mais ça, c'est pas vraiment pris parce que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Donc généralement, un prêteur ne va pas forcément trop accepter ce genre de garantie, donc souvent une hypothèque. Puis après, on a des garanties qui portent plutôt sur la personne ou sur les sociétés qui vont porter l'opération. Donc une caution personnelle. Vous êtes dirigeant d'une société, on va prendre une garantie sur vous en tant que dirigeant.
Donc, si l'opération se passe mal, il y a certainement déjà des hypothèques, on va liquider le bien, etc. Puis après, on ira prendre vos biens perso, votre t-shirt, votre pantalon, vos chaussures, etc., jusqu'à ce qu'on récupère la dette. Donc, ça sera une caution sur vous. Vous avez aussi les possibilités de nantir des actions de parts sociales de société ou de compte courant d'associés. Donc, en gros, on va prendre des garanties sur la société et des garanties à première demande qui sont des garanties qui peuvent être sollicitées sur la société qui porte l'opération ou les sociétés au-dessus. Et donc, du coup, c'est sollicitation de la garantie et de la remboursement du créancier. Puis, on doit rembourser cette créance à notre prêteur. On a également une autre sûreté qui s'appelle la fiducie. C'est un peu plus récent. C'est de plus en plus discuté. Le principe, c'est quoi dans la fiducie? On prend plus une garantie directe sur l'actif, on prend une garantie en fait sur la société. Ça se passe mal, le créancier récupère directement la société qui détient l'actif. Donc il y a des sociétés, mais peut-être que vous faites ça déjà ou pas encore. Ils sont cool. On va en parler, mais il y en a qui le font. Donc les fiducies sûreté, un autre type de garantie. Si vous connaissez pas tout ça, c'est intéressant de s'y plonger et de comprendre un petit peu les implications que vont avoir ces différents types de garanties. Alors, la question, c'est pourquoi un prêteur va vouloir prêter? Parce qu'il a de l'argent à investir et sur lequel il va vouloir avoir des intérêts ou un retour sur investissement. Il va pouvoir comparer avec d'autres placements et c'est ce qui fait et qui amène qu'on va avoir des taux qui sont avec des premiums. On a en financement bancaire, on va en parler après, un taux qui est calqué sur l'Euribor plus quelque chose. C'est-à-dire que si les banques se prêteraient entre elles, qui est assez sécure ou réputée sécure pour elles se prêteraient à un taux X. Donc, si elles prêtent à un marchand avec une opération beaucoup moins sécure, elles vont vouloir se rémunérer un peu plus. Prendre des frais de dossier, etc. aussi. Vous avez des livrets A. Si vous voulez placer sur un livret A, alors c'est à 3%, 3,5%, je ne sais plus exactement combien c'est. Vous avez un rendement de 3% assez garanti. Vous avez des obligations d'État américaines qui sont réputées comme étant une des garanties principales, qui vont être à X% de taux d'intérêt. Donc, si on prête à un marchand, il va falloir qu'il y ait une rémunération qui soit en adéquation avec le niveau de risque. Et c'est pour ça qu'on a des taux qui sont peut-être plus importants que d'autres typologies d'opérations, d'autres financements d'actifs. Plus il y a de risques, plus il y a de rendement généralement. Alors, je vous parle pas forcément de crypto ou autre. Là, vous imaginez bien, pour ceux qui connaissent un peu ça, il y a beaucoup plus de risques. Bon, mais il y a peut-être beaucoup plus de rendement aussi en face. Alors, on va se retrouver dans une situation où, du côté du marchand de biens, lui, qu'est-ce qu'il veut? Minimum de garantie, minimum d'apport, minimum de frais financiers. Puis s'il s'associe, minimum de parts qu'il va donner. Et côté financeur, il va vouloir le maximum de garantie, le plus d'apport possible du côté du marchand, et puis le plus d'intérêts financiers ou de parts de société ou de pourcentage de marge. Et c'est l'idée de trouver quelque chose qui va matcher entre les marchands et les financeurs et de trouver quelque chose qui permet de se rejoindre pour réaliser l'opération. Donc, il faut réussir à concilier à la fois les intérêts qu'on a, nous, marchands de biens, et les intérêts qu'ont nos investisseurs ou nos prêteurs. Il faut comprendre que tout le monde a de l'intérêt aussi. Que des fois, on a l'impression, quand on est marchand, qu'on va aller quémander à la banque, s'il vous plaît, ou à un établissement de financement, une opération. Mais eux aussi, ils ont besoin, et des fois, en ce moment, peut-être un peu plus que à d'autres périodes, de faire des financements, de faire du business, de faire du commerce, et de financer des opérations. Donc, ne soyez pas non plus dans une position complètement... je mérite pas ce financement, je vais pas l'avoir, c'est terrible, etc. Non, il faut le défendre, son dossier. Et vous avez aussi un intérêt à amener aux banquiers et aux plateformes de financement pour ces opérations ou à l'investisseur privé qui voudrait venir avec vous. Alors, comment ça marche le financement bancaire? En gros, je vous ai dit 80-20, donc vous avez sur le diagramme la partie verte qui est le parti d'intervention de la banque, puis la partie bleue qui est la partie de fonds propres, donc 80-20 sur les coûts. Comment ça fonctionne? On a un taux qui est calqué sur l'Euribor, plus un premium de 3%, 3,5% peut-être. Donc, on arrive en ce moment, avec un Euribor à 4, un taux de 6 à 7%. Une commission d'engagement qui est sur le montant qu'ils vont vous octroyer, qui est d'environ 1% du financé, parfois moins, parfois plus. On a marqué des environs. Les frais de dossier qui sont environ 1%. Ils peuvent être florés, c'est-à-dire avec un minimum de frais de dossier sur une opération. Donc, si vous avez une opération, par exemple, à 100 000 euros, peut-être qu'il y a des établissements qui vont dire soit on n'intervient pas, possibilité, ou alors on intervient avec un minimum de 3 000 euros de frais de dossier. Donc, ça serait plus 1%. Les frais de dossier seraient de 1% avec un minimum de 3 000 euros, par exemple. Donc, ça à prendre en compte.
il y a des frais de garantie, d'expertise, éventuellement d'évaluation des biens pour à peu près 1%. Donc, on arrive sur des TAEG, donc des taux globaux sur l'emprunt de 9 à 10%. Juste une rapide slide, ça c'est l'évolution de l'Euribor depuis 98 jusqu'à 2023 tout à droite. Alors, c'est un peu coupé. Ils étaient historiquement bas jusqu'en 2022. Ici, et vous voyez qu'ils sont montés à environ 4%. Alors, que ce soit l'Euribor sur 3 mois, sur 12 mois, ils sont à ces niveaux-là à 0,1% près. La petite variation, j'en ai parlé, mais je laisserai plutôt la parole à Patrick en fin de slide pour reparler peut-être un peu de la conjoncture actuelle et des éléments par rapport à la banque. J'ai repris la partie de 2008. 2008, c'était sur 3 ans, une évolution et une augmentation de 3%, 3,2% de l'Euribor sur 3 ans. Là, on a pris une augmentation, on était en négatif à moins 0,5, on est passé à quasiment 4, donc ça fait plus 4,5 en un an. Donc, c'est quand même un choc en termes de volatilité de l'Euribor qui est très rapide et très important, qu'il n'y a jamais eu depuis la création de l'Euribor, sauf erreur de ma part. Voilà. Ensuite, le financement participatif, crowdfunding, ils peuvent intervenir comme une banque. C'était pas forcément le cas au tout démarrage du crowdfunding et c'était pas dans cette optique-là qu'ils avaient été sollicités. Notamment, c'est venu beaucoup des promoteurs immobiliers. En fait, ils intervenaient pas à la place des banques, ils intervenaient en complément des banques pour financer les fonds propres. Mais maintenant, de plus en plus, vu que certains marchands n'arrivent pas à se financer, ils peuvent intervenir en substitution d'une banque. Et donc intervenir de la même façon qu'une banque, 80% en crowdfunding, 20% de fonds propres. Au niveau des intérêts, les intérêts à donner aux investisseurs qui viennent sur ces plateformes-là, la plateforme centralise et met en relation, en réalité, des investisseurs qui n'auraient jamais eu connaissance de cette opération avec un porteur de projet qui n'aurait jamais eu ces investisseurs et il structure juridiquement le deal, prenant au passage des frais de dossier également comme une banque, qui sont de 4 à 7% en fonction des plateformes et des différents dossiers de financement et des montants financés. Donc, on arrive avec des TAEG peut-être de 14 à 20%. J'ai pris une fenêtre large, ça dépendra des conditions et des projets. Mais ça, c'est ce que font actuellement également les plateformes de crowdfunding. Le montage initial et le montage qui se fait toujours, c'était celui-ci. Vous avez sur la même typologie d'opération une intervention bancaire de 80%, puis une intervention du crowdfunder de 80% des fonds propres, donc 80% des 20% demandés. Je vous suis toujours. Ça fait 16% de financement en crowdfunding et il restait 4% de fonds propres pour l'opérateur. Ce qui permettait à un marchand ou à un promoteur de faire une opération à 1 million de prix de revient avec 40 000 euros d'apport. Versus intervention unique de la banque, 1 million de financement, on avait 200 000 euros à investir par l'opérateur. Donc, ils permettent de réduire le montant des fonds propres, ça augmente le coût global du financement et ça permettait d'avoir un levier important. Et le levier, si on le met dans le bon sens et que l'opération se passe bien, ça peut être super. Si l'opération se passe mal, que le levier va dans l'autre sens, ça peut coûter un peu plus cher et être compliqué pour l'opérateur ou l'opération si elle ne se déroule pas complètement bien. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries, messieurs, parce que on a Thomas, Hugo et Romain, donc Thomas Dancé, Hugo Bert, Romain C, qui sont de la première brique. Bon, je vais leur laisser le micro pour parler de leur structure et de leur société de financement. Ils ont une évolution qui est assez incroyable, un développement assez dingue sur le crowdfunding. Ils ont accompagné des marchands du cercle. Ils ont levé, si je dis pas de bêtises, pour plus de 100 millions d'euros depuis leur création. C'est une grosse croissance. Et je spoil pas et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Hop. Bonjour à tous et merci beaucoup au Cercle MDB de nous accueillir aujourd'hui. On est très heureux d'être là sur cet événement très qualitatif et félicitations pour le choix que vous avez fait de suivre ce réseau parce que c'est quelque chose d'assez qualitatif et avec une vraie valeur ajoutée de ce qu'on voit et des porteurs de projets qu'on voit. Il y a pas mal de porteurs de projets qu'on a vus et qu'on a financés. Donc c'est une belle aventure qu'on est heureux de vivre avec vous. La première brique, en quelques mots, c'est une société. Donc, je vais commencer par nous présenter. Romain, qui est chargé d'affaires chez nous. Donc, c'est la personne qui va analyser vos dossiers pour les présenter en comité.
Thomas, notre directeur général, qui assure la supervision du pôle projet, donc qui va préqualifier les dossiers. Et moi, j'ai le plaisir d'assurer la présidence de cette société depuis 2019, année de la création de la société. Depuis 2019, la première brique, c'est un peu plus de 100 millions d'euros de collecte auprès de 37 000 investisseurs. C'est 412 projets financés à date, dont une grosse centaine remboursés et pas de perte, aucune perte. Je reviens un petit peu sur le côté on valide pas le fait que vous êtes un bon marchand. Je suis complètement d'accord avec ça. Néanmoins, nous on va vraiment faire un travail de marchand quand on analyse votre opération, dans le sens où on va se mettre à votre place et on va se dire ok, cette opération, est-ce qu'on la fait, est-ce qu'on la fait pas? Parce que notre business aujourd'hui, c'est la confiance de nos investisseurs et la confiance de nos investisseurs, pour la garder, il faut qu'on reste à 0% de perte. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit sur les chiffres? Oui, on est bien là. Hein, Ouais, c'est pas mal. je laisse la parole. Donc, vous l'avez compris, Thomas, c'est l'expert projet. Donc, il va vous parler un petit peu du contexte et de notre offre pour que vous ayez une meilleure vision. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas des banquiers. On n'a pas vocation à l'être, on le sera jamais. On n'en veut pas. Et du coup, la solution qu'on propose, en fait, elle n'est pas exclusive, et Benjamin l'a très bien souligné. En fait, elle peut être cumulative à une solution bancaire, et elle peut être aussi alternative. En fait, le financement, comme dans plein d'autres éléments, et je sais qu'avec le cercle, vous avez beaucoup d'outils, donc il faut raisonner en termes de boîte à outils, en fait. Le financement, c'est la même chose. C'est une grande boîte à outils, il y a plein de solutions. L'association en a une. Les lever des fonds auprès de vos proches, par exemple en émission obligataire, en club deal, ça en est une autre. Les banques en sont une, il y a des fonds d'investissement, il y a des crowdfunders. Et en fait, vous devez, selon vos différentes opérations, selon aussi le timing de votre développement, vous avez les besoins de trésorerie différents, venir piocher dans ces différentes solutions en ayant effectivement bien connaissance des évolutions du marché et en fait des évolutions des demandes aussi des financeurs, parce que un banquier ne va pas analyser le dossier de la même façon qu'un crowdfunder, qu'un fonds d'investissement ou qu'une association, par exemple, entre deux marchands de biens. Globalement, nous aujourd'hui, on vient répondre à un besoin en fait qui est impacté par le marché actuel. Les opérations qui sont plus longues à sortir, donc des trésoreries qui sont immobilisées plus longtemps, des banquiers qui demandent plus de fonds propres, le besoin aussi de travailler de plus en plus sur des produits finis et donc mettre plus de travaux, augmenter le coût de revient des opérations et donc à nouveau la mobilisation de cash et surtout en fait des cycles de commercialisation plus longs. Et effectivement, c'est très pertinent d'axer la réflexion en tant que marchand de biens et en tant que groupement de marchands de biens sur le cycle de commercialisation et de revente. Parce qu'en fait, nous, on voit une problématique aujourd'hui, c'est qu'on a plein de marchands, ils ont acheté, ils ont fait les travaux, ils ont divisé, ils ont du stock, ils n'arrivent pas à vendre. Et tant que le marchand n'a pas réussi à vendre, en fait, il peut pas se repartir sur d'autres opérations. Surtout que les premières ventes, généralement, servent à rembourser les financeurs. Et donc, sa marge et son apport, c'est le stock final. S'il veut le rendre liquide et repartir sur des projets, il faut vendre. Nous, on va pouvoir effectivement apporter de la liquidité. C'est vraiment, c'est du cash. On apporte du cash pour financer des projets, pour refinancer des opérations en cours, justement, pour libérer la trésorerie alors que l'opération n'est pas encore terminée. On fait beaucoup de refinancement de stock en ce moment, y compris sur des projets sur lesquels il y avait des banques. Il y a plusieurs lots qui ont été vendus, la banque a été remboursée, il reste un peu de stock, on intervient en refinancement hypothécaire, adossé sur le stock restant, pour libérer des liquidités et permettre aux marchands de repartir sur d'autres opérations. Pour vous donner quelques fourchettes de nos specs d'intervention, entre 25 000 euros par projet et en gros 3 millions, on a fait 3 millions d'euros pour une opération il n'y a pas très longtemps. Voilà, c'est évolutif, ça dépend vraiment du projet. On va généralement financer effectivement 80% du coût de revient ou 80% des montants de fonds propres donnés par la banque. On va avoir plus de flexibilité. On a déjà fait des financements à 85%, 90%, 95% du coût de revient. Encore une fois, ça dépend vraiment de l'opérateur et du projet. Le plus gros effet levier qu'on ait fait, c'est financer 700 000 euros quelqu'un qui avait 12 000 euros de fonds propres. Je vous laisse faire le calcul. Là, un banquier, il fait une syncope. On fait pas ça systématiquement. Hein. L'opération était extrêmement qualitative. C'est Thomas qui donnera son portable à la fin de la présentation. Oui, en fait, c'est vraiment, encore une fois, nous, on va être très pragmatique. Et quand Hugo disait tout à l'heure qu'on essaie de se mettre à la place du marchand, c'est qu'il y a des opérations, en fait, qui sont foncièrement excellentes. Et là, son opération, elle était incroyable. Seulement, c'est quelqu'un qui se lançait, il avait 12 000 euros de cash. Il avait pas de proche avec de l'argent pour l'aider en love money ou autre. Il fallait structurer une opération. Et ça, après, c'est aussi notre job en tant que, on va dire, structurateur, ingénierie juridique et financière sur les montages. Encore une fois, juste de financement.
Mais l'idée, c'est d'avoir un peu plus de souplesse que des banques, et c'est normal parce que les banques, elles vont respecter les politiques bancaires qui sont des politiques vraiment fixées au niveau des groupes, et c'est aussi la chance d'être une structure à taille humaine où on peut aussi nous prendre notre risque et se mouiller aux côtés du marchand de biens. On est des partenaires en fait, financeurs mais partenaires avant tout. On fait en sorte aussi d'aller très vite, c'est-à-dire d'avoir des réponses de financement à partir du moment où le dossier est complet, on a toutes les pièces bien sûr. Et effectivement, travailler sur les trames de dossier et les normaliser au sein du cercle, c'est pour vous un gain de temps et un gain de crédibilité qui est énorme par rapport aux financeurs. Nous, il y a plein de dossiers qui sont décrédibilisés dès le premier mail en fait. On dit mais cette personne ne sera pas capable de gérer un chantier. Il n'arrive même pas à gérer un mail. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont du mal avec l'informatique, mais il y en a où ça fait peur. Et c'est particulièrement vrai en ce moment où en fait on a beaucoup de dossiers du fait de l'absence de certaines banques sur les dossiers où elles allaient habituellement. Donc on a énormément de dossiers, on en refuse beaucoup plus, mais on sera toujours là pour des dossiers qualitatifs. Et on fait en sorte d'être là rapidement parce qu'en tant que marchand de biens, vous avez besoin d'avoir des réponses rapides. Des fois, vous faites des offres sans conditions suspensives de financement. Ça nous est arrivé des fois de devoir valider les dossiers pendant la période en ayant fait les offres en nom propre pour les 11 jours de rétractation du compromis pour justement, enfin voilà, encore une fois, on sait aussi nous s'adapter à vos problématiques. L'idée d'un cycle normal d'un dossier chez nous, c'est entre le moment où il y a la demande et le moment où il y a l'argent sur le compte du notaire pour l'achat, il faut compter 1 mois. Ce qui vous permet aussi, pour presque tous vos dossiers, d'aller voir les banques et éventuellement d'envisager ce financement alternatif. Je pas en route de secours, mais en fait, enfin, si, des fois en route de secours. Nous, on a plein de marchands de biens, on leur dit, mais allez voir les banques, prenez le temps d'aller voir les banques, et si vous trouvez pas de solution, nous, on sera toujours là, et en 1 mois, on arrivera à travailler. Concrètement, aujourd'hui, c'est plus intéressant pour vous, on n'a aucun mal à le dire, d'aller voir une banque que de venir nous voir. Si vous venez nous voir, c'est parce que vous avez besoin de réactivité. 1 mois, Thomas l'a dit. Vous avez besoin de souplesse. On sait regarder des red flags et comprendre l'histoire qui est en face. Quand on a une vraie histoire qui est plausible, des pièces aussi pour prouver cette histoire, on sait balayer un red flag. Alors ce red flag, on en parlera toujours à nos investisseurs, mais par contre, parce qu'encore une fois, la confiance, c'est vraiment ce qu'on cherche. Mais par contre, on sait balayer des red flags aussi. Et après, notre analyse, en fait, elle va être un peu comme le banquier. Simplement, on vient mettre beaucoup d'importance à l'humain qui porte le projet, parce qu'on part du principe, encore une fois, qu'on finance, oui, une opération, il y a de l'immobilier, c'est de la pierre, mais on finance aussi un porteur de projet, un être humain derrière. Donc, dans vos demandes de financement, n'hésitez pas en fait à mettre en avant aussi votre parcours, parce que vous avez tous des parcours très différents, très intéressants, avec des expériences qui vont donner la légitimité pour ce projet immobilier, mais des fois, des expériences pas forcément immobilières, mais en fait, qui sont ultra pertinentes en tant que financeur pour se faire une opinion sur la personne en face et pour amener de l'assurance. Notre métier, c'est en termes de risque, d'assurance et de légitimité. Donc nous, on va toujours regarder le porteur de projet, son historique, ses compétences, ses capacités, ses ambitions aussi. On va regarder la société, bien sûr, analyse comptable, analyse juridique de la structure qui va porter le projet et la dette, et on va bien sûr regarder l'opération. Et ça, après dans l'analyse, on a une analyse c'est classique au niveau des dossiers autres. Vous n'avez pas besoin de monter des dossiers très différents de ce dossier bancaire. Simplement, on va le faire rapidement et de façon pragmatique. Et quand on accepte un dossier, on le finance. C'est-à-dire que on n'a aucune collecte qui est pas allée au bout. Ça fait partie des questions qu'on nous pose souvent. Un dossier qu'on sélectionne, on le finance et on tient nos délais. C'est-à-dire que si on vous dit que vous aurez l'argent sur votre compte à telle date, vous avez l'argent sur votre compte à telle date. Et on est hyper réactif, notamment par mail. C'est-à-dire que on a vraiment cherché à créer une solution. On a fait financer des opérations, nos RP en tout cas, à minima. Et on sait ce que c'est qu'un banquier. On sait qu'ils sont sous l'eau, qu'ils ont énormément de clients et autres. Et donc on a vu aussi finalement les améliorations qu'on pouvait apporter au modèle à notre petite échelle. Et parmi ces améliorations, ça nous semblait très important de dire que vous avez un chargé d'affaires, vous avez son numéro de téléphone portable, son mail, et en fait, vous lui écrivez un mail, il vous répond. Il vous répond pas une semaine après, il vous répond. Voilà. Il vous répond dans les heures qui suivent, dans les 24 heures qui suivent, au pire. Et dans vos demandes de financement, mettez en avant aussi l'appartenance au réseau, en fait, parce que c'est important, c'est un élément de réassurance pour nous, parce qu'on sait qu'il y a un socle commun de formation. Hein. Encore une fois, comme on le disait, pour être marchand de biens, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de carte professionnelle. Beaucoup de gens se sont improvisés marchands de biens, pour le meilleur et pour le pire.
et surtout ces dernières années. Et du coup, mettre en avant l'importance de son réseau, ça vient rassurer parce qu'il y a ce niveau minimum de formation. On sait qu'il y a un accompagnement sur la sélection des opérations. Il y a un accompagnement aussi potentiel si l'opération elle commence à avoir un peu du plomb dans l'aile. Alors, on est là aussi, nous, pour accompagner quand il y a besoin. Mais la force d'un réseau aussi, elle est à expliquer, à avoir la pédagogie. Donc, n'hésitez pas à le mettre en avant. Je sais que le CERF, vous faites très bien de mettre en avant même dans les dossiers de financement. Mais nous, ça nous est déjà arrivé d'avoir des personnes, effectivement, où on découvrait hyper loin dans le process qu'il était membre du cercle MDB. Et en fait, c'est, sans dire que c'est le truc qu'il faut dire en premier, mais c'est partie de votre présentation, de votre ADN. Et ça, faut le mettre en avant parce que c'est un vrai point de valorisation dans l'analyse d'un dossier. Complètement vrai. Un dossier qui est bien ficelé, avec des chiffres cohérents, une réactivité du porteur de projet. En fait, on attend la même chose de vous que ce que vous attendez de nous, que les informations soient claires et que les réponses soient claires et que la réactivité soit au rendez-vous. On vous pose une question, on vous demande des pièces complémentaires. Si on les a 2 semaines après, bah, votre dossier il descend forcément dans la pile. Je pense que c'est la même chose pour un banquier et voilà, on traite comme ça aussi. Merci en tout cas. Je voulais rajouter un truc là-dessus. C'est d'ailleurs les dossiers où on dit au dernier moment qu'on est du cercle. J'espère que c'est pas parce que vous n'êtes pas passé par les filtres du cercle. Non mais c'est important ce que je dis là parce que plus on prend le levier et plus ça doit être contrôlé et pas l'inverse en fait. C'est pas j'ai pas été financé, ça marche pas, du coup j'appelle la première brique. C'est pas ça. C'est justement on passe dans tous les filtres et si vous êtes passé par tous les filtres, j'ai presque envie de vous dire allez voir la première brique sans aller voir la banque, on vous le dira avant et vous gagnerez du temps, de l'énergie, donc pas de problème. Mais on passe par les filtres encore que Benjamin va vous donner après. On a tous les outils qui permettent de modéliser les différentes étapes et les coûts de financement. Il faut passer là-dessus et faire le choix après. Ok, c'est vraiment important. Ça fait partie de la préparation de votre dossier. C'est obligatoire. C'est votre savoir-faire de marchand. Ok, ça c'est important. On fait pas comme beaucoup de marchands de biens qui voilà, ils y vont comme ils ont l'habitude et ils réagissent. Puis à la fin, on se rend compte qu'il y a plus de marge parce que ça a été mal appréhendé. Nous, on a vu des dossiers, en fait, être obligés de passer en crowdfunding et dire, bah, tant pis, faut changer les conditions suspensives chez le notaire. Comment on fait? Ben, on repart négocier. Point final. Et c'est OK. Enfin, on n'a pas peur de ça. On prend notre téléphone, on appelle les notaires, on appelle l'agent immobilier, enfin, on appelle le contact ou le vendeur directement et on explique qu'on est obligé de faire ça. Encore plus maintenant. Aujourd'hui, les gens, de toute façon, ils seront pas financés. Si vous dites, je serai financé, par contre, écoutez-moi, j'ai besoin de ci, de ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Les vendeurs vont être contents parce que vous allez au bout de votre opération. Ok, c'est vraiment important. Donc, le crowdfunding, c'est un effet de levier. Il se contrôle et s'il est bien contrôlé, il n'y a aucun problème. En tout cas, merci à vous. Merci à eux. Je témoigne à titre perso parce que j'ai fait un refinancement de fonds propres. Ça s'est super bien passé et tout ce qu'ils disent, ils le font. Donc top et merci encore pour ça. Et puis vous avez même pas dit, mais vous êtes PSFP et compagnie, tous les agréments, etc. Qu'il faut bien maintenant. Donc nickel. Ah voilà, parce que vous avez galéré pour l'avoir, alors il faut le dire, hein, non? Je pense. Ok. Bon, bah top. Donc on a parlé de financement bancaire, de financement de type crowdfunding. Comment on peut se financer aussi une opération? On peut faire de l'association. Ah, je me suis permis, je vous ai même pas demandé de prendre la photo. J'ai mis la photo d'Oriana, Lambert et Rod qui avaient le mal de mer, qui a dû se partir, je sais pas trop où. Mais on peut s'associer entre marchands ou entre marchands et financiers, marchands et financeurs. Et on peut mutualiser des compétences, une expertise, des fonds, un levier bancaire. On peut s'associer et aller chercher du levier bancaire. C'est ce qu'ils ont fait. On peut se partager la marge. Tout est négociable entre différentes parties et partenaires. Et l'idée, c'est potentiellement, quand on s'associe, il y en a beaucoup qui voient, je vais donner 50% de ma marge ou 40 ou 30. Et vous voyez souvent pas le fait que vous allez avoir 0% de la marge parce que vous n'allez pas faire l'opération. Et donc ça, c'est important. Pardon? Ah, pardon. Et on a mis l'exemple de Lambert et Oriana parce qu'ils ont fait une première opération sur Longjumeau, qu'on est allé voir d'ailleurs sur la chaîne YouTube, pour aller les voir sur la chaîne YouTube du Cercle. Et puis ils en font du coup une deuxième, ça s'est bien passé, tout se passe bien, et ils continuent comme ça. Donc c'était sur une opération ponctuelle au démarrage, et puis ils vont enchaîner, et ça c'est hyper fort. Et donc servez-vous des membres qui sont dans votre réseau, dans votre secteur, et des fois
à l'autre bout de la France, comme ça peut être le cas dans ce cas-là, maintenant, en tout cas, et aller discuter, aller échanger et aller trouver la compétence, les fonds, là où ils sont. Vous avez une opération, vous n'avez pas fait une opération de marchand. L'opération détectée, travaillée, elle a une certaine valeur, mais tant qu'elle n'est pas financée et pas réalisée, elle ne vaut rien. Donc elle vaut quelque chose si vous avez quelqu'un en face qui va pouvoir mettre des fonds, investir avec vous et vous compléter dans votre savoir-faire et dans vos fonds, potentiellement. On a aussi une solution qui s'appelle le portage immobilier, pas très popularisé, qui va consister à faire une opération, ce qu'on appelle hors bilan, c'est-à-dire elle va être portée par une structure externe qui va acheter le bien à votre place et puis qui pourra même le revendre à votre place à l'acheteur final. Vous allez gérer l'opération. Il y a des sociétés qui sont spécialisées là-dedans, des grosses foncières, des gros fonds qui font ça. Ça va vous coûter environ 15% par an. Les conditions particulières, ils peuvent être très rapides pour l'intervention. À date, sauf erreur de ma part, personne ne l'a utilisé au sein du cercle, mais c'est une solution qui pourrait être intéressante. Il y a un point, c'est que l'opérateur prend en charge tous les frais annexes. Je vous ai dit, vous avez un prix de revient qui comprend les frais d'acquisition plus des frais annexes, type travaux, etc. Donc, ces frais-là seront payés par l'opérateur. Donc, si vous avez une opération avec beaucoup de travaux, eh bien, vous allez devoir payer et mettre un gros apport. Vous aurez une opération qui a pas beaucoup de travaux ou quasiment pas de travaux, vous faites un flip, eh ben, vous allez pouvoir peut-être passer par ces solutions-là qui seront pas forcément plus chères que d'autres solutions plus classiques. Encore une fois, si vous connaissez pas que ça existe, vous pourrez pas imaginer ce type de financement. Mais si vous le savez, vous allez savoir peut-être dans quel cas, dans quelle situation le faire. Et puis, si on arrive dans les clubs dits du cercle, on va peut-être vous la proposer, cette solution. Donc, c'est des opérations qui sont possibles. Tout à l'heure, tu parlais de refinancement quand il y a un bien qui est payé ou sur de la marge. Ou vous pourrez avoir aussi peut-être des biens qui sont déjà payés à titre perso, peut-être une RP, peut-être du stock de marchands, peut-être des biens immobiliers complètement payés sur lesquels vous allez pouvoir mobiliser de l'argent. C'est-à-dire, ces biens, ils ont une valeur, sauf que la valeur, vous l'avez pas en argent, en monétaire, tant que vous n'avez pas vendu votre bien, mais vous ne voulez pas vendre ce bien. Prenons l'exemple d'une RP, j'ai ma RP payée. Pas le cas, hélas, dommage. Mais vous avez votre RP payée, vous pourriez dire, je la mets en garantie, on va me faire un prêt. Et tout à l'heure, je vous parlais de LTV, des établissements, vous prêtez sur 50, peut-être 70, 80% de la LTV de ce bien, c'est-à-dire la valeur réelle de ce bien, ils vont vous en prêter 80%. Et vous allez faire vos opérations de marchand. Et en même temps, vous restez dans votre bien. Donc ça, c'est une possibilité. Solution de réméré aussi. Alors, c'est beaucoup moins, utilisé. Donc, c'est une vente avec faculté de rachat. Ça va coûter quand même assez cher. Peu pratiqué par les marchands. Peut-être une solution de dépannage mais pas très utilisée. Mais en tout cas, on les connaît. On sait que ça existe. Donc, si on récapitule un petit peu les différents types de financement, j'en ai pas parlé aussi, mais vous avez l'opération en fonds propres, celle que plein de marchands font. Ça marche très bien aussi. Vous éliminez les frais bancaires ou les frais de financement ou le pourcentage de marge que vous allez donner à un investisseur ou à un associé. Et puis après, vous avez les financements de type dette, donc ce qu'on appelle non dilutif. Vous n'allez pas donner de la marge, vous allez simplement donner des intérêts qui sont fixes. Alors pourquoi je fais la différence avec dilutif, non dilutif? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes associé avec quelqu'un et que vous faites pas de marge sur l'opération? Ça vous coûte entre guillemets zéro, pas de marge pour l'investisseur, mais rien pour vous. Si vous faites un financement de type dilutif, dette bancaire, crowdfunding sur une opération où vous faites pas de marge, eh bien, c'est pour vous que ça va revenir le coût. C'est-à-dire que ça va quand même avoir un coût d'intérêt que vous allez devoir payer. Je sais pas si vous voyez la différence. Donc, si le portage s'allonge, que votre opération dérape un peu, de 12, elle passe à 18 mois, votre marge diminue. Peut-être elle se réduit à 0, voire même vous êtes en négatif et vous allez quand même payer des intérêts. Quand vous êtes avec un associé, vous allez pouvoir être 2 ou 3 à porter le projet et assumer ça et peut-être ne pas donner de marge, mais vous allez partager ce risque également. Donc ça, c'est différentes façons de penser les financements pour différentes typologies d'opérations. Et on va en venir à la question, comment choisir? Pourquoi, comme Thomas et Hugo l'ont dit, pourquoi ils sont plus chers? Pourquoi certains vont les voir? Parce qu'ils n'ont peut-être pas de solution à ce moment-là, peut-être parce qu'ils ont déjà des banques qui interviennent sur d'autres projets et qui ne veulent pas les suivre sur une autre opération, parce qu'ils ont 30 jours pour obtenir un financement et l'argent sur le compte, parce que sinon ils perdent l'opération, ça arrive. Et du coup, la banque ne va pas être capable de réagir suffisamment vite, ou il y a un imprévu, ou je ne sais quoi. Et donc, du coup, il y a différents types de problèmes qui peuvent amener à choisir telle ou telle solution de financement. Donc, selon la typologie de l'opération, est-ce qu'il y a des travaux ou pas? Certaines banques, selon le montant de travaux, l'ampleur des travaux, vont pas vouloir suivre forcément sur l'opération. Est-ce qu'il y a un portage qui est très long ou pas? Plus le portage est long, plus ça peut déraper en termes de délai, plus ça va vous coûter cher. Donc, ça peut jouer là-dessus.
Est-ce qu'il y a de la préco ou pas? Ça, c'est sûr que si vous avez 100% de préco sécurisé avec vos acquéreurs, je pense que vous trouverez des financements dans tous les cas, mais ça peut jouer. Est-ce que vous avez des biens ou des appartements, si vous achetez un immeuble ou un ensemble immobilier qui est loué ou pas? Certains établissements bancaires ou banques ne veulent pas spécialement parce qu'ils savent que ça va être compliqué de gérer des évictions. Et le fait de faire partir des locataires et acheter un immeuble complètement loué, ça va être plus compliqué peut-être parce que loi Aurillac, plus de 5 lots, etc., etc. Comment ils vont gérer les reventes si les évictions se passent pas bien? Quand vont intervenir les congés pour vente? Donc tout ça, si vous le maîtrisez très bien, c'est OK peut-être. Et peut-être que le banquier dira non, trop compliqué, je veux pas de cette OP, c'est trop border, on va trouver une autre solution. Ou selon les contraintes, selon les contraintes de l'opérateur. Est-ce que je suis expérimenté ou pas? Donc, est-ce que j'ai de l'historique, un track record sur des opérations de financement marchand ou pas? Est-ce que j'ai l'apport total, partiel ou quasiment pas d'apport? On parlait de l'effet de levier qu'ils ont pu faire. Donc, si j'ai pas la totalité de l'apport, je vais peut-être devoir m'associer ou alors aller trouver un autre type de financement. Est-ce que j'ai besoin d'un financement très rapide ou j'ai beaucoup plus de délai? Si vous avez une promesse à 6, 8, 10 mois ou si vous avez une promesse sur 2 mois avec un financement à 45 jours, c'est différent. Est-ce qu'il y a des associés ou pas? Qu'est-ce qu'ils amènent? Quelle est leur expertise? Et potentiellement, ça se voit pas souvent là dans les dossiers qu'on a eus, mais est-ce qu'il y a de l'urbanisme qui est réglé ou à régler dans le futur? Donc, vous avez une opération sur laquelle vous avez des conditions d'urbanisme. La banque, généralement, elle va vous donner un accord sous réserve d'obtenir les conditions d'urbanisme purgées de tout recours. Donc, ça peut jouer sur le choix du financement. Alors, ce que j'ai voulu faire, c'est montrer un exemple concret sur une opération à 100 000, une opération à 1 million, de qu'est-ce que représentent les coûts d'un financement bancaire plus crowd, bancaire ou crowdfunding tout seul. Donc ça, c'est les tableaux. Alors, le tableau est un peu compliqué. Vous avez plein de data. C'est nos tableaux du cercle. Je vous remontrerai où c'est que vous pouvez les trouver pour tous les membres. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Sur une opération à 100 000, en frais financiers, on va être aux alentours des 6 100. Si on fait, alors j'ai marqué levée de fonds parce que j'ai oublié encore un cas, c'est l'émission d'obligataires. Vous en avez parlé aussi, qu'on pourrait faire et qu'on a déjà fait et pratiqué à de maintes reprises. Donc c'est pareil en fait. Si vous faites, parce que le principe, c'est que vous avez des investisseurs que vous allez trouver qui vont investir dans votre société versus des obligations que votre société va émettre. Donc c'est un peu la même chose que fait la première brique. Eux, ils vous centralisent les investisseurs. Dans l'autre cas, vous devez les trouver vous-même, les investisseurs. Donc les frais, si vous passez uniquement en crowd, va être de 14 400. Et puis, si vous faites le montage qui est mixte, c'est-à-dire crowdfunding plus banque, le coût, il va être de 12 000, donc moins que s'il n'y avait que du crowd. Par contre, l'apport, il est que de 4% versus 20% dans les deux autres cas. Donc, qu'est-ce qui change? Ce qu'on appelle le TRI, le taux de rendement interne de vos fonds, le ROI sur fonds propres, le retour sur investissement de vos fonds propres. Vous allez avoir beaucoup plus de leviers et d'effets de levier dont on parlait. Je me permets juste sur le TRI. Alors c'est génial quand on le voit comme ça, c'est-à-dire surtout quand on a peu de fonds propres, on se dit allez go, faut que j'y aille. Sauf qu'en fait, plus on optimise le TRI et plus on a de risques. Donc aujourd'hui, quand on parle des promoteurs qui tombent, etc., les colosses au pied d'argile, c'est à cause de ça, parce que quand on est en développement dans une structure, quelle qu'elle soit, ça coûte le financement et ça oblige à se mettre en risque. Donc quand vous développez votre boîte, que vous soyez néo-marchand, même un marchand de biens expérimenté, soit vous avez votre besoin en fonds de roulement qui est là, qui vous permet de faire tant d'opérations, tant de chiffre d'affaires, tant de marge, et vous travaillez avec ça, c'est OK. Si vous voulez être en croissance, vous êtes obligé de vous mettre en risque. Et du coup, des effets de levier qui vont arriver avec les risques qui vont avec. Donc quand vous démarrez, les risques sont encore plus importants. Plusieurs manières, et ce que dit Benjamin, de les maîtriser, soit via conditions suspensives, soit via association, soit via... il y a tout un tas de choses à voir. Et encore une fois, il faut passer par les filtres. On passe pas de zéro, comme les gens sur Internet qui vous expliquent que vous allez faire 10 millions à la fin de l'année, c'est pas vrai. Vous arrêtez, c'est pas comme ça que ça va se passer. Si vous faites 0 à 10 millions, vous allez faire une dépression avant de faire les 10 millions, c'est sûr. Donc vraiment, j'insiste là-dessus. C'est important, on fait attention, on y va étape par étape et la croissance, ça se pilote. Ok ? Quelle qu'elle soit, pour passer de 0 à 100, 100 à 1 million, etc. Très clair. On l'avait dit, le levier dans un sens, il vous fait accélérer, mais si vous le mettez mal, il va vous mettre plus bas que terre. Donc attention à ça. Sur une opération à 1 million, alors pourquoi je l'ai pris l'opération à 1 million? Parce qu'elle génère elle nécessite plus de fonds propres théoriquement, et donc c'est peut-être dans ce cas-là que vous allez faire les montages un peu mixtes et de voir le coût d'un financement bancaire. On a fait un portage d'1 an, un dossier classique avec 20% de marge. Voilà un petit peu ce que ça représente. Vous imaginez bien que les coûts, vous pouviez les diviser quasiment par deux. Il y a encore quelques
mois, alors, ou dizaines de mois, étant donné que l'Euribor a largement augmenté. Donc les coûts de financement, et Seb en parlera après, ils représentent désormais une part qui est quand même importante dans vos opérations. On est entre 6 et 10% de votre opération au global qui est pris et mangé, entre guillemets, par des frais bancaires, des frais financiers. Je réinsiste sur ce fait que c'est l'opération aussi des banques qui le fait, parce que sur une opération de 24 mois, le crowdfunding peut prendre tout son sens, parce qu'eux, ils ont des frais fixes et ensuite ils ont des frais fixes à l'entrée. Ensuite, ils ont des frais annuels et donc forcément, vous divisez les frais fixes par deux. En banque, vous allez être sur la même chose chaque année. Donc typiquement, un 14%, donc 4 plus 10, ça finit à un 12% annuel face à une banque à 10%. Des moments, nous, on va vous dire, t'emmerdes pas, va voir le crowd. Parce que l'opération est bonne, bien sûr. Parce que l'opération est difficile. Ok, donc encore une fois, on regarde l'opération, on choisit le financement par rapport à l'opérateur et l'opération. L'opérateur, l'opération, les contraintes qu'on a, le cash de dispo, tout ça, c'est hyper important et de le prendre en compte dans sa globalité. Les tableaux, ils sont faits pour ça. Vous rentrez vos datas de votre opération, vous connaissez très bien vos modélisations. Vous avez un onglet du comité d'engagement, je vous le remontre après. Il permet de simuler tous ces cas. Et quand vous voyez que l'opération, finalement, elle peut passer avec tant de pourcents d'apport, j'ai encore une marge très confortable, etc., ça peut être OK de faire ces montages-là un petit peu plus complexes au niveau du financement. Donc, si on récapitule un petit peu les financements, on va avoir les financements plutôt de dette de type bancaire qui vont être d'entre 8 à 10%. C'est intéressant de mettre les délais de réponse, ils en ont parlé aussi. Les délais de réponse d'une banque de 2 à 4 mois, on va dire, en moyenne, peut-être même un peu plus dans certains cas. Je pense qu'il y en a certains qui hochent la tête là, mais oui, ils ont eu un peu plus longtemps. Les garanties, il va y avoir une garantie qui est prise par la banque, une hypothèque, puis potentiellement une caution personnelle en plus sur le dirigeant et des apports demandés entre, alors j'ai mis 20 à 30, on pourrait même dire 15 à 30 parce que selon la précommercialisation, on va pouvoir discuter de tout ça. Si on est sur du crowdfunding, on est entre 14 et 19%, donc crowdfunding seul. Là où ils interviennent plus rapidement, c'est sur la réponse et sur la collecte et la rapidité à obtenir le financement. Donc 1 à 2 mois, on va dire à peu près. Ils peuvent prendre différentes garanties, des hypothèques, des fiducies, des GAPD, des cautions perso, l'apport demandé en moyenne de 20%, mais sujet à discussion en fonction de l'opération comme avec la banque. Si vous faites du financement bancaire plus crowd, comme on a parlé, vous êtes à 10 à 14, 3 à 6 mois de réponse, vous allez pouvoir donner les dossiers en même temps. Là, il y a un conflit peut-être sur les garanties et sur les sûretés, parce que la banque va se garantir en priorité, puis le crowdfunder va prendre plutôt sur le dirigeant, sur la société, des garanties après leur demande, sur une holding ou des hypothèques déportées. Enfin, il y a plein de solutions qui existent. Et puis après, les HOT, c'est les associations. Associations, tout est négociable, tout est discutable. Les pourcentages d'intérêt ou de marge, les délais de réponse, si vous avez besoin d'un financement dans la semaine, on doit pouvoir peut-être le trouver sur une belle opération. Tout dépend du montant et tout dépend des conditions que vous allez allouer. Encore une fois, c'est entre une offre et une demande, donc une offre d'une opération et d'un opérateur versus un projet. Et il y a effectivement des fonds d'investissement, des investisseurs privés qui vont avoir des grosses sommes à investir sur des opérations de marchand de biens. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quand vous revendez une structure et des entrepreneurs à succès, parce qu'il y en a un notamment qui fait beaucoup parler de lui, là, qui montait une foncière sur Paris, qui avait la boîte Aircall, pour ceux qui connaissent. Il monte une foncière dans l'immobilier, puis il réinvestit la totalité de son exit, c'est-à-dire de la vente de sa boîte, dans du marchand de biens. Donc ça, c'est des possibilités. Il y a des investissements et des avantages fiscaux à le faire. Donc il y a pas mal d'investisseurs qui peuvent faire ce genre d'opération-là. On va parler aussi d'une solution alternative. Je te laisse la parole là-dessus, Seb, de Funder. Pour les membres, on en a déjà parlé. Vous avez déjà vu des conférences là-dessus. Le principe, c'est que c'est une plateforme de partage de marge, partage de revenus, différente d'une plateforme où on va donner des intérêts financiers. C'est plutôt comme, entre guillemets, un associé. Ça va être potentiellement intéressant pour venir lever des fonds propres. Ça va pas forcément être pour des gros tickets parce que pour le moment, il n'y a pas une communauté d'investisseurs qui est aussi large que ce que des plateformes de crowdfunding peuvent avoir. Ça pourrait être un outil très intéressant sur une typologie de biens particulière qui sont des biens loués ou des programmes de VIR, parce qu'on va donner de la sécurisation au niveau des revenus locatifs ou des rentes qu'ils vont avoir ou de la pré-commercialisation par la VIR. Et je te laisse après en parler, mais du process de sélection, etc. Ouais, donc Funder,
on en parle régulièrement parce que c'est mal compris, on est obligé de reparler régulièrement, souvent confondu avec du crowd, c'est pas du tout du crowd. Et surtout, ça n'a pas d'ambition d'être une structure commerciale qui fasse du bénéfice. Donc, du coup, ça change plein de choses. Ah, mais c'est con, mais c'est que nous, aujourd'hui, l'intérêt, pourquoi je suis rentré au capital de Thunder, déjà parce que je connais les fondateurs et c'est des gens bien et leur outil, je le trouve performant et efficace. Il a amélioré, on continue. D'ailleurs, on a plein de remarques qu'on leur remonte. Mais surtout, parce que pour nous, marchands, ça nous permet de structurer des deals avec des gens que vous connaissez à moins cher en donnant peu ou pas de garantie et en partageant de la marge, du coup, partageant le risque et en donnant plus de rendement. Donc, c'est un outil qui est automatisé. On parlait des coûts de financement qui peuvent être importants. En frais fixes, là, en frais fixes, on est sur un des frais fixes qui vont tourner entre 1000 et 1500 euros, que vous le leviez 100 000, 200 000, 500 000 ou 1 million d'euros. OK. Par contre, le truc qui est important, c'est que vu qu'on n'a pas de volonté commerciale, nous, on n'acquiert pas de lead pour avoir des gens qui viennent financer sur l'opération. C'est à vous de le faire. Donc, quand j'insiste sur le fait qu'on doit être crédible, on doit travailler notre communication via des événements, via LinkedIn, via tout ce que vous pouvez faire pour travailler votre crédibilité et avoir des gens qui investissent sur vos opérations, Thunder sert à ça. C'est un outil, encore une fois, la boîte à outils, on vient prendre cet outil. On sera jamais capable de lever 1 million en 10 minutes comme va faire la première brique. OK, donc 2 minutes, voilà. Donc, donc voilà, impossible pour nous de faire ça et on n'a pas la volonté de le faire. OK, donc c'est important, j'insiste. Par contre, structurez vos deals pour moins cher, pour des acquéreurs, encore une fois, qu'on n'a pas besoin de garantie, qui sont OK avec ça, des investisseurs, parce que vous allez partager beaucoup plus de marge et du coup du risque. C'est-à-dire que si votre opération ne marche pas, pareil, vous donnez pas d'argent. Hein. C'est important aussi, ça, ce que je suis en train de vous dire. Par contre, Thunder sera accessible qu'une fois que le club deal l'aura validé. On va pas envoyer ça à n'importe qui et puis après, c'est nous qui sommes l'étiquette, on a financé un truc de merde. Donc, par contre, derrière, la levée obligataire reste pareil obligatoire pour filer des garanties. Okay, quand il y a des garanties à donner et que c'est des investisseurs, on va dire soit qui vous connaissent moins ou plus chevronnés, etc., qui vont demander des garanties, on passera par Clyde, on en parlera tout à l'heure. Ok, donc cet outil, il est vraiment là pour structurer la love money que vous pouvez avoir, la communauté que vous pouvez avoir autour de vous, d'entrepreneurs, etc., via tout ce que vous arriverez à faire comme communication et en crédibilité que vous aurez donné, vous pourrez lever cet argent à coût fixe très, très réduit. Ok, on en parlait avec Amani, hein, qui elle a une grosse communauté parce qu'elle communique, elle travaille sa communication depuis longtemps. Eh ben, ça lui permet de le faire à coût très réduit. C'est-à-dire qu'un coût tout de suite qui pourrait être de 10 000 euros passera à 1 000 euros. Ok, sur la simple levée, vous en faites 3 par an, c'est 9, 18, 27 000 euros de gagné. Ok, donc l'objectif de Thunder, c'est celui-là. Alors après, on a quand même une communauté qui est là, qui investira régulièrement dessus. Donc on saura lever une certaine somme. S'il y a 10 ou 20 000 euros de fonds propres, c'est ok. Mais si vous venez pas avec des produits à 500 000, à 1 million, si personne vous connaît, qu'il n'y a pas de loyer en face, etc. Ok, parce qu'on peut partager du loyer et de la marge. C'est clair ça pour vous? Pas de questions là-dessus, parce qu'on en a eu pas mal pendant les Worksdays des 2 derniers jours. Donc c'est important s'il y a des choses qui sont pas claires, s'il faut que je reprécise. C'est ok pour vous tous là, les membres? Bon, tant mieux, tant mieux. Bon bah écoutez, voilà. Donc Thunder, encore un outil de plus, un outil sur lequel on a fiabilisé le prix et qui vous permettra encore une fois de développer votre boîte à coût réduit. Mais je vous invite encore une fois à communiquer et à vous crédibiliser et surtout à avoir de bonnes opérations. J'en parlerai moi après dans mon intervention parce que pour le coup, pour des opérations pardon, qui sont vraiment bien montées, la Thunder prendra tout son sens. Alors, du coup, on vous a montré tout un tas de solutions. J'aimais bien le terme de boîte à outils sur le financement. Donc, pourquoi on devrait utiliser tous ces différents leviers ou toutes ces solutions? Pour financer peut-être un peu plus d'opérations que ce que vous auriez imaginé faire tout seul, en trouvant des associés sur lesquels vous allez faire plus d'opérations. Vous allez pouvoir diluer votre risque. Vous allez pouvoir aller sur des opérations peut-être aussi plus grosses que ce que vous imaginiez. Et puis, vous avez bien compris le principe du marchand. On fait toujours l'opération moyenne 20%, mais 20% de 100 000 ou 20% d'1 million, ça fait pas le même reste derrière dans la société. Donc, pour multiplier les opérations, mais ça nécessite une maîtrise opérationnelle importante. Donc, attention à ça malgré tout. Donc, les solutions qu'on a mis en place et on vous invite, Thomas, on leur a même pas dit, Thomas et Hugo, ils en ont parlé. La marque Cercle MDB, vous appartenez au Cercle MDB, vous êtes formés, vous avez des process de qualification de votre opération, d'audit, de validation avec Awatif, avec Cédric, avec moi, avec les autres membres qui interviennent, qui partagent, qui discutent de tout ça. Et on a le club deal enfin. Les associations sont possibles, encore une fois, et servez-vous des recommandations des membres. Je vous le dis, n'allez pas voir la banque, la fleur au fusil ou l'établissement bancaire
demandez une mise en relation par quelqu'un qui l'a déjà fait. En fait, ça sera beaucoup plus facile. Ils vont mieux vous connaître. Ils auront déjà un premier filtre. Imaginez bien quand vous présentez un dossier à quelqu'un que vous connaissez pas, bah, c'est plus compliqué. Si on connaît quelqu'un, bah, on va monter le dossier au-dessus de la pile ou alors on le met un peu plus en dessous. Donc, servez-vous du réseau, servez-vous des financements déjà obtenus et des membres. Le dernier point, c'est les dossiers bien présentés. Donc, on a encore un canevas, on les retravaille en club deal, on les revoit, on fait des fois juste des corrections minimes sur les dossiers. Je vais citer un cas, le mien de la dernière fois, sur un dossier où je voulais vendre le plus vite possible. Ça veut dire quoi pour la banque? Elle gagne le moins possible. Bon, bah, il faut enlever ça. Sinon, elle veut pas financer. C'était un exemple parmi tant d'autres. Pour parler du club deal, le club deal du cercle, c'est quoi? Bah, c'est un process qu'on a mis en place en différentes étapes qui a 2 fonctions et 2 objectifs. Le premier, c'est d'auditer vos projets de manière externe, comme un comité d'engagement, comme un comité que vous avez en interne de décision ou comme un comité qui est en banque, par des marchands, par des financiers, par un ancien banquier marchand de biens. On aurait un petit peu de tout ça. Et cet audit-là, il va vous permettre d'être beaucoup plus aguerri, beaucoup plus sûr de votre opération. Et vous avez une validation par d'autres qui n'ont aucun intérêt dans votre opération, entre guillemets, qui s'en foutent, et que c'est tant mieux, ils sont neutres complètement. Il n'y a pas forcément le marchand de biens, on a le dossier complet, et on va pouvoir le critiquer, le challenger dans le sens, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Qu'est-ce qu'on peut améliorer sur la présentation du dossier, sur la simplicité de l'opération? Et ça, c'est la partie audit. Et ensuite, sur la partie solution, bah, les marchands, quand vous nous envoyez un dossier, les membres, vous présentez votre dossier, il est passé en coaching et vous demandez ce que vous voulez. Je veux avoir juste un audit. Je veux avoir un audit et potentiellement, je chercherai derrière un associé. Je veux avoir un audit et que vous me donniez les solutions de financement qui pourraient convenir parce que j'ai que tant d'apports. Parce que je veux pas mettre tout mon cash dans cette opération. Ou alors, est-ce que je dois renégocier certaines choses? Et donc, en fait, on va vous faire un retour très bienveillant, en toute transparence, entre marchands. Et ça, c'est une différence parce qu'on est entre marchands. Donc, on comprend qu'il y a des problématiques, on comprend que tout soit pas toujours simple. Le process, il est celui-ci. On a une validation de l'étude de secteur lors d'un premier coaching de groupe, ici, avec Awatif, qui, comme vous l'avez vu, est capable d'analyser les secteurs, de voir comment on va pouvoir créer le maximum de valeur sur l'opération, essayer de la simplifier, modéliser différentes solutions, différentes possibilités. Et puis, dans un deuxième temps, on fera une deuxième étude dans un deuxième coaching par un autre coach, marchand, expert, qui va analyser l'opération et peut-être qu'il trouvera aussi d'autres solutions. Donc, c'est challenger l'opération. On a un exemple récent, on devait diviser en 5 lots. Bah, finalement, on va faire en 3, plus des duplex. Ça réduit les coûts de travaux. Bah, on était plusieurs à être passés au travers. Finalement, c'est une super solution. Ça va améliorer certainement la marge du marchand. Et en fait, il va gagner plus. Donc, passez dans ces coachings, validez votre OP. Et puis derrière, on a ce club deal, comité d'engagement, voilà, comme je vous l'ai dit, où on va regarder l'opération. Le dossier est monté. On est quand même à un stade un petit peu avancé, c'est-à-dire au moins une offre contre-signée pour pouvoir bosser déjà en amont. Et on a une demande. Je veux un audit. Je veux un audit et des solutions. Je veux un associé. Je veux du cash. Et on va trouver des solutions à mettre en place en face de ça. On va faire un retour. On peut le passer plusieurs fois, le dossier. C'est-à-dire que une première fois, il est passé, puis il y a des modifications, il y a des questions qui sont posées. Il revient une deuxième fois, il s'est amélioré, le dossier. Si c'est amélioré, il s'améliorera aussi quand vous irez à la banque présenter chez un banquier. On a fait des remarques sur les dossiers bancaires, juste la présentation du dossier bancaire. Vous allez envoyer le dossier. Nous, c'est ce qu'on reçoit. En fait, on reçoit le dossier bancaire. Et en fait, si on n'y comprend rien nous-mêmes, alors qu'on est marchand, le banquier qui a plein de dossiers, etc., encore une fois, il va balancer le dossier. Il va dire, lui, j'ai rien compris, et puis terminé, quoi. Donc, en fait, on va simplement aussi vous aider par rapport à ça. Donc, vous aurez beaucoup plus de certitude d'être potentiellement financé ou qu'on va trouver des solutions par rapport à ça. Derrière, Seb en a parlé par rapport notamment à Funder. Derrière, il y aura le tampon du Club Deal. Si tout le monde a dit c'est OK, il y a le tampon du Club Deal du Cercle et on va communiquer là-dessus, en parler et certainement que ce sera encore plus un gage de qualité et on pourra aller chercher des investisseurs extérieurs. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et je veux bien laisser la parole à Patrick pour parler 2 minutes. Alors Patrick, tu veux venir direct? Patrick Henry qui est membre chez nous, en tout cas qui intervient chez nous. Patrick, il était banquier au CIC à Paris. Il finançait des marchands de biens
et il est venu nous rejoindre pour parler à la fois d'une veille sur la conjoncture économique, sur les banques, intégrer le Club Deal. Il est d'une super aide et d'un super apport parce qu'il vient nous aider à mieux comprendre le point de vue banquier. Nous, on est marchand. Vous avez vu, le côté banquier, le côté marchand, c'est pas toujours la même chose qu'on veut en termes de garantie, encore en termes d'apport. Et donc, il vient des fois un peu nous calmer, nous ralentir. Et c'est très bien comme ça. Et je lui laisse la parole. Et il découvre aussi les coulisses du marchand de biens. Ah oui, c'est ça, exactement. Avec combien d'années d'expérience? 10 ans dans le... La dernière fois, il me disait, mais j'aurais c'est vrai qu'on nous dit jamais pas tout, hein. imaginé. Voilà. C'est vrai qu'on nous dit Que pas ça tout parce qu'on puisse- se ferait peur. Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai découvert. Juste avant que tu commences, Patrick, je voulais juste au fait apporter une information complémentaire par rapport à tous nos membres. Le Club Deal est bien compris aujourd'hui, hein, parce qu'il a beaucoup été associé. Enfin, le Club Deal a beaucoup été associé justement un outil pour pouvoir aller trouver un associé. Mais c'est pas que ça, quoi. J'insiste vraiment sur le côté audit. Parce que même si l'opération est très bonne, ça peut être aussi je passe mon opération en Club Deal pour essayer encore plus d'optimiser parce que vous aurez différentes étapes, différentes personnes qui viendront à chaque fois apporter leur valeur ajoutée sur le projet. Et ça peut être aussi de la maximisation de marge et que pas pour aller trouver un associé ou valider une opération. C'est vraiment, j'espère que c'est clair parce qu'il a été longtemps mal compris et moi la première au départ quand Sébastien m'a parlé justement de l'idée de ce Club Deal et j'espère qu'il prend tout son sens aujourd'hui à travers les explications que Ben a pu apporter. Voilà, je te laisse la parole. Oui, donc je prends la parole 3 minutes. Oui, alors c'est vrai que j'ai financé des marchands de biens pendant plus de 10 ans et c'est vrai que je me suis passionné pour ce métier. Alors, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est la problématique des taux qui sont élevés. Et je me souviens en janvier 2015, je remonte pas si loin que ça. Eh bien, qu'est-ce qui se passait au niveau des salles des marchés? Qu'est-ce que nous indiquaient les salles des marchés? C'est que l'Euribor devenait négatif. Et on a pensé à l'époque que l'Euribor négatif, ça ne durait que 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 2 mois. Et ça a duré 7 ans. Alors effectivement, ça s'est arrêté et c'est là où effectivement où on peut dire qu'on est rentré dans une ère d'argent facile. D'argent facile où on avait des Euribor négatifs, on avait des taux d'emprunt pratiquement à 1% sur du 20 ans et on a eu effectivement de l'argent facile. Et si on devait effectivement rapprocher la ligne des taux d'intérêt et celle des ventes dans l'ancien, eh bien c'est bien à ce moment-là, à partir de 2015-2016, où on a effectivement explosé le plafond de verre des 1 million de transactions dans l'ancien. Alors c'est vrai qu'il y a eu deux grandes crises majeures qui se sont produites, la crise du Covid, mais surtout du premier confinement, et ensuite effectivement la crise de l'Ukraine, qui a effectivement amené la résurgence de l'inflation. Je dois être malheureusement un des plus anciens ici. Moi, la première fois que j'ai emprunté dans le début des années 80, c'était à 14%. C'était à 14%, mais l'inflation était à 15%, donc on avait quand même des taux d'intérêt réels négatifs. Alors c'est vrai que résurgence de l'inflation, et bien sûr, la Banque centrale est intervenue, mais est intervenue, je veux dire, brutalement. Comme dirait un ancien patron pas un ancien patron, mais un patron d'un grand groupe de promoteurs, en fait, de descendre un immeuble du 5e étage au rez-de-chaussée, il y a 3 façons, en fait. Il y a par l'ascenseur, il y a par l'escalier, et puis il y a en sautant par la fenêtre. Et c'est sûr que le résultat est le même, mais effectivement, les conditions d'arrivée sont, elles, pas les mêmes. Et c'est bien ce qui s'est passé avec la Banque centrale européenne, c'est qu'elle est intervenue excessivement brutalement et tardivement. N'oublions pas qu'elle est intervenue à partir de juillet 2022 jusqu'en septembre 2023, donc 10 interventions qui ont effectivement porté les taux de 0% à 4%, ce qui est le taux historiquement élevé en termes des taux directeurs de la Banque centrale européenne. Alors c'est vrai que ça s'est répercuté sur l'échelle de tous les crédits et qu'on a aujourd'hui un taux de l'usure au 1er novembre qui est à 5,90, 5,91 sur du 20 ans. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas intervenue en octobre, la banque, et même beaucoup ont dit que l'intervention du 14 septembre était une intervention qui ne devait pas être, qui était trop, je veux dire, qui ne servait à rien, sauf à accélérer ce problème de récession. Elle n'est pas intervenue en octobre et on va voir effectivement si les taux, là, elle devrait le faire, on va avoir le taux de l'usure au 1er décembre, si les taux effectivement vont se stabiliser et on annonce effectivement une baisse des taux lente
en 2024, je parle des crédits à l'habitat, et l'Euribor qui est aujourd'hui à 4%, on pourrait le voir effectivement également, je dirais, descendre, diminuer, peut-être aller tangenter vers les 3% et 2,50. Mais en fait, on va revenir sur des conditions normales. On va revenir sur des conditions normales. Ce qui était anormal, c'est d'avoir des taux négatifs sur l'Euribor ou des taux à 1% sur du 20 ans. Donc là, on va revenir plutôt sur des taux normaux avec, je pense, effectivement, une décroissance, sauf, bien évidemment, phénomène géopolitique qu'on ne peut pas mesurer et qui, effectivement, est quand même une menace permanente. En ce qui concerne les banques, eh bien, les banques, effectivement, elles ont subi cette remontée des taux violente, comme les agents économiques. Elles l'ont subi, d'une part, parce qu'elles doivent rémunérer leur épargne d'une façon beaucoup plus importante, mais c'est vrai qu'également, elles reconstituent petit à petit leur marge sur les crédits à l'habitat. Crédit à l'habitat, ça a été une chute de 50% de la production de crédit à l'habitat. 50%. Aujourd'hui, on produit dans les banques 9 milliards d'euros de crédit à l'habitat. On en produisait dans les meilleures années où on a dépassé le plafond de verre des 1 million à effectivement plus de 20 milliards. Donc, vous voyez, 50%. Donc, on peut effectivement estimer aujourd'hui qu'on va aller sur des... Et puis, je veux dire, les banques, leur business, c'est de faire du crédit, hein. Donc, elles ne peuvent pas, je dirais, arrêter leur production pendant plusieurs années consécutives. Ça va être d'ailleurs intéressant de regarder les résultats des banques en 2023. Déjà, le troisième trimestre 2023, on a vu que certaines banques, je pense, un grand groupe mutualiste qui effectivement, mais qui est très impliqué dans le financement des positions immobilières, voit ses résultats baisser. Parce que baisse de la production et puis impact sur les taux d'épargne. Donc, on voit, et une banque ne peut pas effectivement se permettre d'arrêter sa production. Elle doit effectivement faire de la production. Et c'est d'autant plus vrai sur les agences qui sont spécialisées sur les professionnels de l'immobilier. On peut dire, si j'écoute un peu les échos de mes anciens collègues à droite et à gauche, que cette année 2023 a été une année probatoire, une année de gestion du risque. Parce qu'il faut bien savoir une chose, c'est que dans ces agences où on finance des marchands de biens, on ne finance pas que des marchands de biens. On finance aussi des promoteurs. Et là, le marché de la promotion est en crise, en crise profonde. On va faire moins de 100 000 réservations sur l'année. Et là, ce qui se passe effectivement, c'est qu'on le lit dans la presse tous les jours, il y a des promoteurs qui sont aujourd'hui défaillants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des promoteurs qui sont défaillants? C'est qu'on va voir assister à ce qu'on appelle des appels, je suis désolé de le dire, mais c'est bien arrêté, des appels de risque au terme de la GFA, qui va être appelé par les acquéreurs pour justement, effectivement, que les programmes soient terminés. Donc, les banques aujourd'hui ont spécialisé les agences ou les départements, peu importe, spécialisés sur les professionnels de l'immobilier, eh bien, elles gèrent aujourd'hui le risque en 2023. Mais dans ces agences, c'est ça qu'il faut se dire, dans ces agences spécialisées dans les professionnels de l'immobilier, par définition, que j'appelais des activités court-termistes. Les financements que l'on fait, c'est des financements sur 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça veut dire que si on ne produit plus, et moi je connais bien le sujet, si on ne produit plus du crédit derrière, eh bien les encours diminuent très rapidement, et ça veut dire que qu'on appelle le produit d'aide bancaire, c'est le chiffre d'affaires dans les banques, eh bien il se casse la figure. Donc forcément, même si les banques ont été, je dirais, prudentes, eh bien demain elles vont rouvrir les vannes. Et ça, je pense que c'est un gage de dire effectivement que les banques vont commencer. Juste un point, je voulais dire que effectivement le club deal, eh bien c'est un outil super. Moi, je vois les dossiers et c'est sûr que quand on est banquier, on reçoit des tonnes de dossiers et que les dossiers les plus professionnels, voilà, j'aime bien le terme de professionnel, eh bien, c'est ceux qu'on a effectivement, je dirais, le plaisir de regarder, le plaisir d'étudier et le plaisir de discuter avec un client. Et je crois que moi, j'ai vu sur un an, effectivement, beaucoup de progrès, si je puis me permettre, sur les dossiers qui sont présentés en club deal. Juste un dernier point, quand même, la partie corporate, c'est quand même important, hein. Les bilans que vous allez sortir, les premiers bilans que vous allez sortir sur des opérations, c'est quand même assez fondamental pour l'analyse du banquier. Merci de votre attention. Merci. Je voulais rebondir sur plusieurs choses qui ont été dites. La première chose, la nécessité du club deal.
enfin, vraiment, je vous parle, hein, je sais que ça vous emmerde parce que c'est du boulot complémentaire, mais ça fait partie de votre job. Enfin, il n'y a pas le choix. En fait, je comprends même pas que 100% des dossiers passent pas au club deal, moi. Donc, je suis peut-être chiant là-dessus, mais il y a un moment, enfin, quand on est un opérateur qui n'a pas encore énormément d'expérience, énormément de fonds, ou en tout cas quand ça dépasse votre niveau de zone de confort, tous les dossiers devraient passer en club deal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'il vous plaît, par contre, parce que si vous pouvez arrêter de parler, s'il vous plaît. La deuxième chose, c'est que pour moi, tout ce qui vient d'être dit, c'est clairement que 2024 va être une super année pour nous. Et ça, j'arrête pas de vous le dire. On en a parlé cette année. On savait que cette année elle allait être dure, surtout pour le stock encaissé l'année dernière. Et très franchement, nous aussi. Du coup, on a beaucoup appris sur les échecs, ou en tout cas les non-réussites. Et on en a tiré des conclusions que je vous donnerai tout à l'heure. Et en tout cas, nous, en tant que marchands, il y a de grosses opportunités qui arrivent si on va contre la concurrence, qu'on fait différemment, et qu'en tout cas, on arrive à se positionner avec tout un tas de stratégies qui vont permettre de rentrer du stock l'année prochaine. Du stock bien maîtrisé, encore une fois, hein, pas du stock forcément que vous avez déjà acheté, j'en parlerai tout à l'heure, mais et surtout, vous allez avoir des promesses qui vont être assez longues avec des stratégies aussi long terme, donc c'est pour ça que la stratégie d'Awatif court terme est vraiment importante, mais en parallèle, là, il va falloir mettre des stratégies long terme l'année prochaine pour rentrer des promesses et les déboucler dans un marché qui va rebondir. Si jamais ça se passe, c'est ce qui s'est passé plusieurs fois, je peux vous assurer que vos opérations vont sortir avec des marges phénoménales. Donc, c'est vraiment important. J'en ai discuté avec beaucoup de gens qui ont cette expérience. Alors Patrick est parti se rasseoir, mais je pense qu'il me donnera raison. On n'en a pas parlé ensemble, mais aujourd'hui, l'étape derrière qui va se passer, si le marché rebondit, que vous êtes sur les conditions que je vous montrais tout à l'heure, avec un marché maîtrisé, des conditions maîtrisées, un portage maîtrisé, et que vous allez commercialiser au bon moment, réellement, vous ferez vraiment des marges très importantes. Alors, on n'en a pas parlé avant. Je te laisse. Non, juste un point, je voulais rebondir. J'ai oublié. J'ai pas vécu la crise de 90, j'étais pas sur l'immobilier, mais la crise de 2008, j'ai vécu quand les prix se sont effondrés en France. Et je peux vous dire, parce que mes clients marchands de biens, c'était quand même des vieux clients parisiens, des gros malins. Je peux vous dire que c'est là qu'ils ont fait leurs meilleures affaires. C'est en profitant effectivement de la baisse des prix qui était liée effectivement au marché, qui est là, ils ont effectivement acheté et puis qu'ils ont fait, comme le dit Sébastien justement, des marges énormes, mais sachant que en sortie de crise, ils étaient quand même assez déstockés sur des stocks, voilà. Donc, mais c'est bien à ce moment-là où les opportunités, là, sont vraiment pour les marchands de biens les plus grandes. Ça, c'est sûr. Donc en gros, hein, vraiment, liquidez ce que vous avez, liquidez votre stock, prenez votre perte s'il y a une perte. Écoutez, c'est comme ça, c'est notre métier. Alors pour ceux qui ont gagné de l'argent, s'il y a une perte trop importante, ben, essayez de trouver des gens qui vont pouvoir venir avec vous et des solutions. On sera là, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de comprendre que le marché qui est devant nous, en tout cas, on y croit, il est vraiment important et j'en parlerai tout à l'heure. Donc ce sera la troisième intervention, mais le 2024, et c'est pour ça qu'on a fait cette journée, et c'est pour ça que j'ai voulu la faire, alors et pas attendre le mois de juin, parce que c'est tout le travail que vous allez faire là, quand les peurs sont encore installées, et que tous les gens continuent à regarder BFM tous les matins, et bien c'est maintenant qu'il va falloir travailler sur cette peur, parce que vous allez être en bonne position, et derrière, vous allez pouvoir rebondir quand les taux vont baisser, les gens vont se jeter sur l'immobilier. Très clairement, ils vont se jeter dessus parce qu'aujourd'hui, 50% des gens n'achètent pas, non pas qu'ils n'ont pas les moyens, c'est parce que les taux sont trop importants et du coup, ils se disent ça va baisser, ils prennent le temps. En tout cas, dans les bons circuits de commercialisation, bien sûr, pas les gens surendettés. Donc voilà. On en a presque fini. 2 choses et 2 rappels. Il y a cet onglet dans nos fichiers d'analyse. C'est vous voyez peut-être pas bien sur les télés, etc. Mais ça reprend vraiment les modélisations financières avec les différentes possibilités, qu'on soit en bancaire, qu'on soit en croc, qu'on soit en mixte, qu'on ait des associés ou pas. On a fait une masterclass à ce sujet. Ça vous permet de tout modéliser. Ça vous permet de sortir également vos retours, vos ROI, les TRI sur les fonds propres dans vos opérations. Ça vous affiche en rouge quand vous n'avez pas le cash pour le faire. Ça vous affiche en vert quand ça colle toujours bien. Et ça vous permet de véritablement avoir un meilleur pilotage des possibilités que vous avez. Donc, c'est l'onglet comité d'engagement dans vos fichiers d'analyse. Et ça vous permettra vraiment d'être beaucoup plus ouvert sur les possibilités qu'il y a et de pas vous dire bah ça coûte trop cher, ça j'en veux pas, je veux pas d'associés. Parce que des fois, les associés, en fait, s'ils amènent tout le cash, et qu'il n'y a pas de frais financiers, ça peut vous coûter moins cher de filer 50% de marge plutôt que 15% ou 10% d'intérêt. Donc, réfléchissez beaucoup plus large, plus long terme. Vous aurez des meilleures modélisations. En conclusion, on peut tout financer. Il y a beaucoup de solutions. Toutes les solutions dont on a parlé, elles n'existaient pas ou elles n'étaient pas connues, elles n'étaient pas démocratisées, elles n'étaient pas aussi performantes dans le passé.
c'est assez nouveau. C'est justement parce que certaines banques n'interviennent plus, qu'il y a des solutions alternatives qui sont là. C'est pour ça aussi que le cercle est là et pour vous aider, sur lesquels il faut vous reposer dessus. Ne pensez pas au financement avant d'avoir une opération. Et ça me casse la tête. Comment je vais la financer? Il n'y a pas d'opération, il n'y a pas de travail sur l'opération, etc. Enfin, montez votre OP de A à Z, travaillez là, travaillez vos devis, travaillez votre OP, les modélisations. Parce que derrière, on va trouver des solutions pour le financer. Je vous l'ai déjà dit et je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas eu spécifiquement de problème de dossier infinancé. Non financé, on n'a pas eu. Soit l'OP, elle n'est pas allée au bout parce qu'elle n'était pas suffisamment bonne, etc. Mais on a trouvé des solutions de financement. Et même des fois en dernière minute, même après la dernière minute. Donc, on peut en trouver. Et par contre, ce qui est important, c'est de maîtriser ces montages, ces solutions et ces différentes possibilités pour obtenir des financements. J'en ai fini les 17 heures pile, je suis trop content. Ah non, C'était pas pour ça. Non, c'était pas pour ça. Je voulais juste ajouter Tu peux rester, c'était pas pour ça. Je voulais juste, au fait, souligner un point qui était important, c'est que vous avez vu le dénominateur commun entre la partie opérationnelle et finance, c'est encore la modélisation. La façon dont vous allez modéliser vos opérations et la façon dont vous allez modéliser vos financements, c'est exactement le même travail. Ouais, justement là-dessus, hein, nous on bosse beaucoup dans mon autre boîte ICECS avec des promoteurs. Je vous le dis souvent, les développeurs en promotion, ils modélisent les opérations avec des faisabilités. Hein, ils ont un savoir-faire, ils modélisent et c'est avec ça qu'ils lancent des opérations à 8-10 millions. Et ils savent pas ce que c'est qu'une pioche, une pelle, une brique, et ils s'en foutent du plaquiste. Okay, parce que vraiment, je vois, il y en a, ils veulent devenir des experts dans tout. À la fin, vous foutez rien parce que vous voulez être expert partout et vous avancez pas. Donc, il y a un moment, ce qui est important, c'est cette phase modélisation. La valeur que vous apportez, elle est là, en tout cas au démarrage. Ok, donc il faut vraiment se concentrer là-dessus. Arrêtez de vouloir penser à ce qui va se passer après. Vous aurez le temps d'y penser quand ça arrivera. Ok, ou de vous entourer de personnes. Donc ça, c'est vraiment important.